La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour votre TVR BPGO Business Club en partenariat avec le groupe Ouest France. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici entre la ville de Gosier en Guadeloupe et l'îlet-Gosier, magnifique lieu, on peut quasiment dire l'endroit de carte postale pour une émission de 26 minutes en compagnie de Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest, et nous sommes vraiment ravis d'être sur votre bateau. Jean-Marie Biette, merci à vous. Vous êtes le secrétaire général d'Infomer du pôle Ouest France. Il y a le chasse-marée, il y a le marin, mais aussi voile et voilier. On a choisi de faire cette émission avec vous pour de multiples raisons. Vous êtes un passionné de voile, vous êtes un grand spécialiste aussi de la route du Rhum qui nous fait venir ici en Guadeloupe. Et puis également vous êtes auteur politique avec Jean-Marc Ayrault, et puis vous signez des livres Mort à bout de course. On a eu l'occasion déjà d'en parler, superbe. Et puis vous êtes sur un magnifique ouvrage en pleine écriture entre les similitudes de la Bretagne et des Saintes. Et ça va nous intéresser parce que nous essayons avec ces différents magazines ici en Guadeloupe de raconter vraiment de véritables histoires, et l'historique est vraiment très, très prégnant entre la Bretagne, entre Saint-Malo et les îles de Guadeloupe et principalement des Saintes. Nous aurons l'occasion également d'avoir une question de votre confrère de Ouest France, Vincent Jarnigon. Vous le verrez, il a été assez taquin sur cette question. Avant cela, la question elle est toute simple, et Maurice Bourrigaud va enchaîner. Cette route du Rhum lancée en 78, c'est une course qui est fabuleuse. Comment vous avez envie de la qualifier ? Je crois que c'est la course française par excellence. Moi, je me souviens vraiment de sa naissance, 78. En fait, les Anglais ont été pris à leur propre jeu, puisque les Français gagnent la Transat anglaise, la fameuse All-Star. Et donc, ils ont mis ils ont compliqué la vie des skippers français en limitant la taille des bateaux, alors qu'on était en train en France de découvrir les multicoques et un petit peu pas le gigantisme, mais enfin la liberté de créer, de dessiner des nouvelles coques et des jolies coques. Et donc, du coup, les Français se sont dit, on va créer notre propre course. Et puis là-dessus, il y a eu plein de gens, il y a eu Michel Etévenon, il y a eu énormément de gens qui ont réfléchi avec les Romiers de Martinique d'abord, et puis ensuite de Guadeloupe. Et puis bon, bref, est née cette Transat, et la première édition, ça a été magique. Magique au départ, parce qu'on ne pensait pas qu'il y aurait autant de monde. Ça a été une ambiance de folie à Saint-Malo. Même les Malouins ont trouvé qu'on était allé un petit peu loin dans dans l'expression de notre bonheur, notamment quand on sortait des bars comme celui de l'Univers. Ça sent le vécu. Ça sent le vécu. Ah bah oui, je l'ai vécu avec Loïc Perron à l'époque. On était jeunes et un petit peu distraits. Et comment dirais-je, derrière, il y a eu cette course. Il faut se souvenir, c'est arrivé ici avec 98 secondes d'écart. Entre Mike Birch et Michel Malinowski. Et le trimaran qui gagne. On n'imaginait pas qu'un multicoque puisse battre un monocoque. Et les Anglais qui étaient uniquement monocoques, c'est le basculement d'un monde. La voile venait de passer du côté aussi aventure. C'est-à-dire on part de l'hiver à Saint-Malo, on arrive... Évidemment, l'hiver aussi ici, mais pour tout le monde, c'est l'été. Et on le voit bien aujourd'hui, c'était juste magique. Et puis après, c'est une course, malheureusement, cette première édition... Avec voilà, Alain Colas. Il y a quand même la disparition d'Alain Colas. Tout le monde chante encore Manureva, mais c'est vrai que ça a marqué toute une génération. C'est un type magique qui a été parfois un peu incompris dans le milieu de la voile, mais qui a été très novateur. Et puis voilà, ça a créé la légende d'entrée de jeu. Et à chaque fois, il y a eu des vainqueurs admirables. Et moi, mon plus beau souvenir, c'est la victoire de Florence Artaud ici, en 89. Sur Pierre Ier. Sur Pierre Ier. Et je me souviens, j'étais présent. Et ça a été très, très émouvant. Avec toute la Guadeloupe a compris, tout le monde savait qu'elle avait souffert énormément pendant cette transat. Tout le monde a respecté son intimité, la souffrance qu'elle a pu connaître. Elle est arrivée avec un mental, un courage, et gagne, mais c'était... Enfin, je veux dire, j'en ai des frissons encore, quoi. C'était incroyable. Et il y avait une foule ici, partout.
partout. C'était mais une fête, mais un recueillement. C'était très très beau. Et puis plein d'autres. Voilà. Et 40 ans plus tard, ça se joue encore à quelques minutes près d'arriver. Ouais. Ben, on l'a vu pas mal de fois, et également dans d'autres courses. Cette édition de la Route du Rhum, elle se présente mais magique, parce que les ultimes, dont Banque Populaire, on voit bien qu'ils vont tous à des vitesses invraisemblables. Il y a eu une Transat Jacques Vabre l'hiver dernier qui a fait que on leur a mis des parcours un peu plus compliqués, c'est-à-dire 2 traversées du Poteau Noir, ce qui évidemment brouille un peu les cartes, parce que c'est tellement le poker météo que c'est compliqué. Mais en revanche, en vitesse pure, entre Rothschild, entre Banque Populaire, entre le nouveau bateau de François Gabard, entre le Sodebo et j'en passe et les meilleurs actuels, ça va être une bataille mais juste sublime. Et puis il y a les classes 40, et puis il y a les Ocean 50, et puis il y a la classe Rome. C'est-à-dire que c'est aussi ce qui, pardon d'être un peu long, mais ce qui garde le côté Rome arrangé, on va dire, épicé de cette épreuve, c'est qu'il y a encore la classe Rome avec des amateurs. Éclairés certes, mais des amateurs. Et moi je trouve ça formidable qu'il n'y ait pas que des pros, et ça fait la magie de cette course. Comme vous êtes un grand spécialiste de la voile, vous ne pouvez pas passer aussi à côté, et vous en avez déjà parlé et évoqué, cet impact populaire. Dernière Route du Rhum, c'était la 11e, il y avait plus de 2 millions de personnes à Saint-Malo. C'est fantastique, et une arrivée non plus à la Darse comme autrefois, mais désormais devant le mémorial Act qu'on vous recommande. C'est même une obligation si vous venez en Guadeloupe raconter cette histoire de cette très terrible négrière. Il faut aller absolument le voir, et que ces bateaux arrivent devant. On raconte là aussi une histoire. Mais cette dernière édition, elle était aussi magique. Il n'y avait jamais eu une flotte aussi importante. Une course très très ouverte dans toutes les catégories. Et puis du monde et encore du monde. Et à Saint-Malo et ici en Guadeloupe. Oui, mais moi je suis persuadé que l'édition à venir, elle sera encore plus forte. Parce que là, il y a tellement... Honnêtement, les ultimes, là, ça amène tellement de vitesse. On va être surpris. C'est-à-dire que, évidemment, ça va dépendre de la météo. Je suis incapable de vous faire un pronostic. Mais comme là, le parcours est le même pour tout le monde, ça va aller à une vitesse folle. C'est-à-dire que... Ça va voler. Au départ de Saint-Malo, prenez votre avion et arrivez ici. Parce que ça va voler. Effectivement, ça va voler. Et en plus, c'est des gens maintenant qui choisissent leur météo. Ils vont tellement vite sur l'eau l'énorme différence par rapport à 78, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on subissait la météo, on en tirait le meilleur parti. Là, ils choisissent. Je vais aller là. Je vais virer, je vais empanner à ce moment-là, je vais aller chercher telle alizé de sud-est, tel machin. C'est très chirurgical hein, aujourd'hui la voile. C'est des échecs. Ils vont tous à peu près, je regarde Maurice parce qu'il a forcément un œil tendre, et c'est normal pour Banque Populaire. Banque Populaire 11. Mais ils vont, globalement, on l'a vu, soit Transat Jacques Vabre, quasiment tous à des vitesses folles. Donc ça va être un jeu d'échecs. Et alors il faut quand même rappeler que le record est détenu à l'occasion de la dernière édition, la 11e, par Idexport qui a remporté sur un bateau mythique, magique. Il a remporté, rendez-vous compte, ce bateau, 3 Routes du Rhum, Franck Camas 2010, Loïc Perron qui avait remplacé au dernier moment Armel Lecléache qui s'était blessé à la main en 2014, et puis sur Idexport en 2018. Ce bateau, vraiment, alors ce sera peut-être plus difficile pour la prochaine Route du Rhum, mais en tout cas c'est un bateau qui tient parfaitement la mer. Mais Stéphane, moi je trouve que la manière dont vous parlez de la dernière édition, ça me fait penser qu'il ne faut jamais oublier de dire que c'est une course totale, de vitesse, une partie d'échecs météo, et il reste, après on n'aime pas, il reste à virer la Guadeloupe et à passer la côte sous le vent. Et c'est ce qui est arrivé à Gabard la dernière fois par rapport à Joyon. Il avait une avance incroyable. Et la côte sous le vent, même les gens d'ici qui vous disent là, vaut mieux aller à terre, c'est jamais la même chose. À 100 mètres près, on peut avoir une veine de vent. Il y a des gens qui trouvent ça très injuste. Après, c'est l'histoire du Rhum. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a jamais gagné quand on est premier à la pointe nord de la Guadeloupe. Hein. C'est quand on a passé Basse-Terre, qu'on voit les Saintes
et que là on peut commencer à retoucher de l'air frais. Mais avant, la dernière fois, c'est... Où c'était vraiment les deux bateaux, c'était mais arrêtés, ils étaient à touche-touche. Avant de donner vraiment la parole à Maurice Bourrigaud, on va vous rappeler que le record il est tenu par Idexport en 2018, 7 jours, 14 heures, 21 minutes, et oui les secondes comptent, et 47 secondes, là je pense qu'on peut peut-être toucher les 5 jours. Maurice Bourrigaud. Et Jean-Marie Biat, c'est une aventure humaine accessible, quelles que soient les circonstances. Une inscription pour vous la prochaine ? Malheureusement non, parce que je pense que j'en ai pas le niveau, sincèrement. Les amateurs qui font la classe Rome, c'est des gens, moi je les vois sur d'autres courses comme la Transquadra, des choses comme ça. Les premiers, ils sont très très forts. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas très très éloignés du niveau professionnel. Et après, moi je fais maintenant du bateau de croisière. Il faudrait avoir un bateau de course et s'entraîner pendant au moins 2 ans. Entraîner l'homme, le marin, et entraîner le matériel. Ça serait un grand plaisir, mais honnêtement, il y a un moment où il faut connaître ses limites, et donc je pense que j'ai pas les capacités, le niveau pour... parce qu'une régate, on y va pour gagner. Si c'est juste... Après, je comprends, moi, pour participer, mais c'est pas dans mon ADN. C'est une régate, moi, je vais dans les régates de mon niveau, et j'y vais pour gagner. Celle-là, non, c'est trop pour moi, ça. Alors nous allons marquer une petite respiration et une question de votre confrère, car ce TVR BPGO Business Club est effectué en association avec le groupe Ouest France. Écoutez la question du directeur départemental de Ouest France, Vincent Jarnigon. Cette question est pour vous, Jean-Marie Biat. Oui, bonjour Jean-Marie. Dans Mort à bout de course, ton dernier polar, tu mêles crime et course au large. Et mon petit doigt me dit que tu écris un prochain livre qui parlerait de Bretagne et de ses liens avec les Saintes. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Oui, effectivement, il y a des liens assez étroits. Ce qui est curieux quand on va aux Saintes, on en revient là, c'est qu'il y a encore... Ça a été une migration vers les Saintes avant tout de marins, de navigateurs, de pêcheurs. Et d'ailleurs, on le voit, les barques ici de pêcheurs, mais aussi de transport de passagers, sont des Saintoises. Et on ne les appelle pas Saintoises pour rien. C'est des gens c'est les meilleurs navigateurs de la Caraïbe. J'ose le dire, les Saintois sont des gens admirables à ce niveau-là. Il y a une autre particularité qui tend à s'estomper un peu, c'est qu'on a beaucoup de gens très métissés, avec des yeux clairs, avec des cheveux blonds. Bref, un signe ADN qui ne trompe pas sur une présence de gens, alors à la fois effectivement de Saint-Malo, parce que Saint-Malo, on les connaît pour les corsaires, donc les lettres de course, où on faisait de la piraterie officielle, on va dire. Mais il y a aussi eu un trafic des armateurs. D'ailleurs, le père de Surcouf a été un armateur négrier, donc il y a eu et on le voit au Memorial Act, toute cette histoire. Mais il y a également des gens qui sont venus s'installer aux Saintes pour la pêche. Et donc, il y a eu un sang mêlé. Et donc, cette population qui est attachante comme on peut... C'est incroyable. Enfin, les Saintes, honnêtement, il faut y aller. D'abord, c'est très très beau. Et en plus, la population est très très attachante. C'est des vrais marins. Le canal des Saintes, demandez justement à ceux qui font la route du Rhum, quand ils sortent du dévent de Basse-Terre et qu'ils arrivent dans le canal des Saintes, tout d'un coup, il y a de la mer, c'est haché, il y a du clapot et tout. Et bien, ces gens-là vont pêcher sans arrêt tous les jours et ils sont des remarquables marins. Alors, il y a eu des Bretons, il y a eu des Malouins, il y a eu des Normands. Il y a eu des Poitevins et il y a eu des Alsaciens, pas mal d'Alsaciens. Donc ça crée une communauté qui est très distincte du reste de la Guadeloupe. C'est vraiment les Saintes, les Saintois sont les Saintois, ils ne sont pas guadeloupéens. Alors une question Maurice, justement sur cet ouvrage que l'on attend avec impatience. Alors on imagine qu'il y aura beaucoup de sociologie, beaucoup de psychologie. Est-ce que ce sera également une énigme ? Ce sera un peu... à l'instar de Mort à bout de course, on y reviendra sûrement. Oui, on vous en parlera à nouveau. Alors, Mort à bout de course, c'était avec une trame du Vendée Globe. Là, la trame, c'est clairement la route du Rhum. Et donc, il y a le décès, non pas d'un skipper, mais du père d'un skipper qui, vous savez, à la route du Rhum, on sort les bateaux dans la nuit pour qu'ils passent l'écluse. Et on va les mettre au mouillage dans l'estuaire de la Rance, devant la tour Solidor, pour ceux qui connaissent bien Saint-Malo. Et donc il y a un classe 40 qui est armé et qui est skippé par quelqu'un qui s'appelle Malo Beloiseau,
Belloiseau, ça ressemble à des noms de Rome qu'il peut y avoir ici, et donc est d'une famille guadeloupéenne, et donc son père a retrouvé mort avec des signes de quimbois. Quimbois, c'est la version guadeloupéenne du vaudou. Et donc ça démarre comme ça, et l'intrigue arrive aux Saintes, en Guadeloupe, avec des ramifications malouines, et avec une énigme qui mêle aussi ce très grand écrivain Chateaubriand, qui est enterré à Grand-Bay, tout à côté de Saint-Malo. Et que vous adorez, hein. Et que j'adore, mais bon, j'en suis qu'à la moitié, donc vous savez, alors moi je suis pas en plus un professionnel de l'écriture de fiction, mais on n'est pas forcément, l'auteur n'est pas forcément très au courant de ce qui va se passer dans la deuxième partie. Donc, et c'est pour ça que je suis très heureux de venir ici, parce qu'on rencontre les gens et puis on sent les choses, quoi. Alors justement, parce qu'on est sur ce bateau qui vous fait cheminer aux Saintes, est-ce que c'est vraiment un lieu pour vous important pour justement écrire et sentir l'histoire que vous êtes en train de nous livrer? Oui, obligatoirement, parce que c'est l'atmosphère. C'est ça, l'atmosphère, elle est de navigation, de course, mais il y a plein d'autres personnages, dont les familles du skipper dont j'ai parlé. Il y a aussi une fille métisse des Saintes qui court cette route du Rhum. Donc toutes les histoires familiales sont mêlées, les béquets, les métis, les Antillais qui sont venus avec la traite négrière. Il y a également une action qui se passe un peu plus au sud, à la Dominique, et cette baie magnifique qui s'appelle la Prince Rupert Bay, c'est-à-dire c'est le port du nord qui s'appelle Portsmouth, où il y a, si vous avez un jour l'occasion d'y aller, il y a une rivière qui s'appelle la rivière indienne, qui est juste magique, et en haut, vous avez, j'aime pas ce mot-là, mais c'est la réserve des derniers Indiens Caraïbes qui vivent toujours sur ce volcan qui est très haut, hein, qui est 1700 mètres, je crois. Et donc, il y a une partie de l'intrigue qui se passe aussi là-bas. Alors oui, en bateau, je vais aux Saintes, je vais en Guadeloupe, je vais en Dominique. Et pour écrire, c'est quand même mieux d'avoir du repérage, d'avoir un ressenti, de piger un peu la psychologie des gens, l'atmosphère, parfois conflictuelle, parfois amicale, qu'il peut y avoir ici entre les différentes communautés. Maurice. Qui sont vos auteurs, Jean-Marie Biette, et vos personnages de prédilection? On a parlé de Chateaubriand, que vous aimez beaucoup, mais qu'est-ce qui vous inspire? Il y a un peu d'Agatha Christie en vous? Il y a autre chose? Il y a un homme de théâtre en vous? Alors le théâtre, moi c'est... Allez, je vais vous raconter un truc. Dans l'avion qui m'a amené il y a 3 jours, ça y est, toute une galerie de films. Et moi, je marche plus aux acteurs ou aux auteurs. Et j'arrive jamais à prononcer son nom correctement, je vais essayer. Niels Arestrup, que j'adore. Villa Caprice. Voilà, et que j'ai vu au théâtre pas mal de fois à Paris. Parce que c'est vraiment, c'est un acteur, voilà, il est énorme, sur scène, énorme. C'est juste gigantesque. Et j'ai vu ce film qui m'a d'ailleurs plutôt plu. Avec Patrick Bruel. Et alors, vous savez quoi? Qu'est-ce qu'il lit, Patrick Bruel, à l'entrée? Voiles et voiliers. Exactement. Et donc ça parle de bateau et tout. Et donc voilà. Non, mais typiquement, cet acteur-là, pour moi, c'est ces gens qui ont une telle présence qu'ils vont avoir l'économie des mots. Ils vont avoir l'économie des gestes et tout est en eux. Il y a des mots dans ces silences. Oui, c'est ça. Ouais. Alors ça, c'est vraiment génial. Après, moi, j'adore la littérature sud-américaine, qui est toujours plus onirique. L'auteur, ça m'échappe tout d'un coup, l'auteur de 100 ans de solitude, forcément quelqu'un va l'avoir en tête ici, qui a écrit, peut-être le premier livre que j'ai lu, c'est La triste et lamentable histoire d'Erendira et de sa grand-mère diabolique. Et c'est complètement onirique. C'est-à-dire, moi, je suis moins branché qu'on me parle de la réalité, de ce qui nous entoure. J'adore quand on arrive dans des univers un petit peu, qui vous font voyager. Mais moi, ce que j'aime aussi, j'aime les polars les polars d'atmosphère. Décidément, je suis pas très, je crois que c'est Velasquez Montalban, un auteur catalan. Et alors son commissaire, il s'appelait le commissaire Montalban d'ailleurs, voilà. Et voilà, avec cette ambiance où finalement l'énigme n'est pas du tout l'énigme à la Agatha Christie ou les polars du Nord, où c'est vraiment millimétré. On est plus dans
la description d'une société, il y a une énigme, je veux dire, entre Alexandre Dumas, moi l'île de Monte Cristo, j'ai relu, je crois, une 7e fois, vous vous rendez compte, et Balzac, je veux dire, Balzac, qui vient d'être porté au cinéma, les gens en redécouvrent, c'est génial, bah oui, c'est la comédie humaine. C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant, c'est les personnages et les gens. Après l'intrigue, oui, si elle est bien troussée, c'est bien. Mais ce qui est génial, c'est qu'on nous raconte la société, la comédie humaine qui se recycle sans arrêt. C'est justement pour ça qu'il était aussi important pour vous de dire qu'au-delà de cette route du Rhum, entre Saint-Malo et Pointe-à-Pitre, il y a des histoires à raconter, de métissage, qui donnent une histoire très riche, très présente, très engageante aussi pour l'avenir. Ce livre, c'est aussi ça, c'est qu'au-delà d'une course, il y a des relations entre nos deux territoires. Il y a des relations qui sont compliquées, qui ont souvent été compliquées. Ce qui est passionnant, c'est que, j'allais dire un peu à l'instar de ce qui a pu se passer en Nouvelle-Calédonie, je suis persuadé qu'il y a un chemin à construire, qu'il y a un chemin qui doit toujours être le progrès, économique, social, culturel, humain, tout bêtement. Et je sais pas, moi je suis maladivement optimiste et positif, je suis persuadé qu'il y a des choses à faire, et pas tomber dans les travers anglo-saxons qui ont eu les mêmes histoires coloniales que nous et qui ont laissé tomber d'un coup des îles comme la Dominique, comme Saint-Vincent, comme Sainte-Lucie, qui ont eu quand même combien de temps fou à récupérer de ça, à reconstruire, à faire une société qui fasse que c'est pas juste une opposition entre les très riches et les très pauvres. Et donc la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin aussi, ça mérite mieux que ça. Et donc, et ça me passionne. Je suis persuadé qu'on a le Memorial Act, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au-delà de l'histoire, d'un côté repentance, il y a autre chose à construire. Et je suis persuadé que les populations d'ici, mais voilà, ça avance par crise et il y a des moments où il faut se retrouver et puis construire les fils d'une histoire, quoi. Retrouver le fil. Il nous reste 3 minutes, peut-être une des dernières questions, Maurice. Ne jamais oublier le corsaire qui est en vous également, Jean-Marie Viette, parce qu'il y a un esprit corsaire en vous, il y a un esprit conquérant. Les Malouins sont des conquérants, on le sait, depuis longtemps, mais dans cette ère compliquée, ce lien que nous créons avec la route du Rhum, justement, et que nous continuons d'animer, il est formidable comme esprit non pas de repentance, moi je ne crois pas, mais garder la mémoire et faire vivre les défis présents pour les relever. Tout à fait. Et puis en plus, alors moi il y a fort longtemps, une première transat qui était un convoyage, qui n'était pas une course, je me souviens très bien de l'arrivée ici en Guadeloupe ou en Martinique. Alors déjà c'était une époque où il n'y avait pas de GPS, donc quand on voyait une île, on allait dans les documents maritimes pour se dire c'est bien celle-là, parce qu'on ne savait pas trop si c'était la Guadeloupe, la Dominique, on ne visait pas de manière aussi précise. Et les gens, quand ils savaient qu'on était venu chez eux, non pas en avion, mais en bateau, on fraternisait tout de suite. Alors de quelle manière aujourd'hui on peut retrouver ce lien? La route du Rhum, ça c'est le lien. C'est-à-dire, effectivement, on peut avoir que du respect pour des gens qui vont sur ces bateaux qui honnêtement, on a tous navigué sur ces bateaux-là. Comment ils font pour tenir plus d'une demi-journée avec le bruit, avec le stress, avec la vitesse, avec la peur de casser à tout moment? Tous les gens d'ici, ils adorent les marins. C'est ça, pour moi, le lien, il est maritime entre la France. Il faut absolument, d'ailleurs, que nos dirigeants... moi, il y a un livre que j'ai écrit qui me tient vraiment à cœur, c'est La mer et l'avenir de la France. Mais c'est aussi c'est l'avenir de la France. Pourquoi? Aussi, surtout grâce aux territoires d'outre-mer, dont la Guadeloupe. Et c'est la seule... voilà, c'est ce fil bleu entre nous, il est là et c'est lui qui va nous permettre de construire l'avenir. Et ce sera vraiment cette mer, le véritable trait d'union entre Saint-Malo, la Bretagne et les îles de Guadeloupe et à Pointe-à-Pitre devant ce magnifique îlet de Gosier où nous sommes. C'était un véritable plaisir. Merci beaucoup de cette grande disponibilité à bord de ce bateau parce que vous êtes en pleine écriture de cet ouvrage et puis il y aura un ouvrage sur la route du Rhum aussi. Vous êtes vraiment
complètement la partie pour nous faire vivre de très très belles sensations. On était très heureux de faire ce TVR BPGO Business Club en association avec Ouest France. Merci Maurice. Merci. Merci. Et puis Jean-Marie Biette, encore un très grand merci à vous. Merci à vous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.